Bonjour à tous et bienvenue à votre session d'information sur Afri7 Info. La confusion règne toujours au pays des hommes intègres. Après la déchéance de Blaise Compaoré, le Burkina Faso n'est toujours pas situé sur son nouvel homme fort. Le dimanche, l'opposition s'est réunie à la place dite de la Révolution à Ouagadougou, la capitale, pour dénoncer l'accaparement du pouvoir par l'armée. On en sait plus dans ce reportage de Noélie Richard. Après la chute de Blaise Compaoré et la désignation par l'armée après moult tractations du lieutenant-colonel Isaac Zida, l'on aurait pensé que le Burkina Faso avait trouvé une issue finale à la crise qui le traverse. Crise née de la volonté de Blaise Compaoré de modifier l'article 37 pour se maintenir au pouvoir après 27 ans de règne. Mais à la lumière des récents événements, il apparaît que le pays des hommes intègres est loin d'avoir trouvé une solution à la vacance du pouvoir puisque l'opposition a appelé dimanche à une manifestation pour dénoncer la confiscation du pouvoir par l'armée et demander une transition civile. Cette manifestation a créé une nouvelle situation confuse au Burkina puisque des tirs ont été entendus autour de l'office de radio et de télévision du Burkina Faso pour disperser la foule qui tentait d'y pénétrer après que le général Kwame Lougué se soit présenté à la télévision pour dire qu'il prenait la tête de l'État. En bref, le président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a appelé dimanche au dialogue entre toutes les parties impliquées dans la transition politique au Burkina Faso. Toujours en bref, selon un communiqué officiel de la présidence de Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré s'est installé vendredi avec sa famille à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, dans une résidence d'État pour hôtes étrangers. Par ailleurs, Alassane Ouattara a rencontré le président déchu le samedi pour un tête-à-tête qui a duré 2 heures. Le 2 novembre est désormais décrété par l'ONU comme journée internationale contre l'impunité des crimes contre les journalistes. Sa première édition a vu le lancement par Reporters sans frontières d'une campagne intitulée Fight Impunity. Des détails avec Noélie Richard. La première journée internationale contre l'impunité des crimes contre les journalistes a été célébrée ce 2 novembre, date que l'Assemblée générale de l'ONU a fixée pour s'élever chaque année contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Cette journée mondiale initiée par les Nations Unies en la mémoire des journalistes français Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont pour objectif d'interpeller les pouvoirs publics sur le sort des journalistes dans le monde. Dans le cadre de cette première journée internationale, l'organisation Reporters sans frontières RSF a lancé une campagne intitulée Fight Impunity. Cette campagne s'appuie sur le site internet fightimpunity.org qui permet d'interpeller personnellement les dirigeants de pays dans lesquels les journalistes ont été assassinés, emprisonnés ou portés disparus. Via ce site, chaque internaute peut envoyer un message sur l'adresse mail ou le compte Twitter de l'un des présidents ou chefs de gouvernement d'un pays concerné par un crime commis contre un journaliste. Un mort et 30 personnes blessées, dans plusieurs cas graves, c'est le bilan de l'effondrement d'un pont dimanche à Yopougon, commune populaire d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le pont de fortune fait en bois a craqué sous le poids des passants, les précipitant dans un ravin d'une quinzaine de mètres de profondeur. Le cas de mort enregistré est celui d'un bébé de 4 mois. Ouvrons la page économie de ce journal avec l'étude menée par la Banque africaine de développement BAD qui fait état de la hausse du quota des populations de classe moyenne en Afrique. 370 millions appartiennent à la classe médiane du continent. Des précisions avec Noélie Richard. Le 27 octobre, la Banque africaine de développement BAD a publié une étude sur la population africaine. Selon l'organisation, 34% de la population du continent africain, environ 370 millions de personnes, appartiennent désormais à la classe moyenne. Cette augmentation de la classe moyenne s'explique par une décennie de hausse du niveau de vie avec la forte croissance économique. Ce chiffre devrait atteindre 42% d'ici 2060, selon l'étude de la BAD dévoilée à Johannesburg. La mesure de l'appartenance à la classe moyenne prend en considération les standards africains comme le revenu, la possession de certains biens, téléviseurs, voitures, réfrigérateurs, du type de revêtement du sol, de la présence de toilettes dans l'habitation et l'accès à l'électricité et à l'eau potable. L'étude, qui couvre une période de 20 ans, a été menée à travers 37 pays africains dans quelques 800 000 foyers. Le Rwanda a décidé de mettre en avant la numérisation de ses transactions financières. Le pays a compris le rôle important des TIC dans tous les secteurs de l'économie et de la finance. On en parle avec Alex Mokhtar.
Le gouvernement rwandais fait un pas de plus vers la mise en place d'un système généralisé de paiement électronique dans le pays. Le 29 octobre 2014, il est admis officiellement au sein de l'alliance Better Than Cash, une initiative internationale. Elle collabore avec les gouvernements africains, leurs communautés de développement et le secteur privé en vue d'inciter à l'adoption des paiements électroniques. Le Rwanda dit comprendre le rôle crucial des TIC dans tous les secteurs de l'économie et de la finance. Il s'engage donc à promouvoir une économie exempte d'argent liquide à travers la numérisation de ces transactions financières. Déclaration faite par Claver Gatete, ministre rwandais des Finances et de la Planification économique. Derrière l'objectif de numériser tous les paiements, le gouvernement du Rwanda veut favoriser l'inclusion financière dans le pays. Une initiative qui est aussi susceptible d'offrir une meilleure visibilité sur les comportements des consommateurs rwandais et donc de fournir de meilleurs services financiers et de consommation. L'ES Sétif est sur le toit de l'Afrique. Le club algérien a remporté de justesse sa deuxième Ligue des Champions face au club congolais l'AS Vita. Alex Mokhtar nous en fait le point. N'ayant pas pu faire le break à domicile, les Congolais de l'AS Vita Club devaient faire l'exploit en Algérie face à leur adversaire du jour ce samedi 1er novembre 2014. C'est en deuxième mi-temps que tout s'est passé. L'ES Sétif a ouvert la marque à la 48e minute par Soufiane Younes. C'était la joie dans le camp algérien, mais une joie de courte durée car à la 53e minute, Lema Mabidi égalise pour les Congolais. Ce fut un match palpitant jusqu'au coup de sifflet final où les Algériens ont explosé de joie puisqu'avec le match nul obtenu en terre étrangère 2 buts partout, ils remportaient le trophée malgré ce résultat nul d'1 but partout au score final. Bravo à l'ES Sétif qui remporte ainsi sa deuxième Ligue des Champions. La 10e journée de la Bundesliga, c'était ce week-end. À l'issue des rencontres, le Bayern de Munich, suivi de Wolfsburg, tient la tête du peloton. Alex Mokhtar. La Bundesliga réservait plein de surprises au cours de cette 10e journée. Le Borussia Mönchengladbach qui recevait Hoffenheim s'est imposé sans trop sourciller 3-1, égalant ainsi son record de 1970-1971 avec 17 matchs sans défaite. Dortmund se déplaçait dans l'antre du Bayern Munich, leader également invaincu. Malgré leur grosse victoire en Ligue des Champions devant Galatasaray 4-0, les poulains de Jürgen Klopp n'ont pas pu faire le poids face aux Bavarois. Même s'ils ont ouvert le score au cours de cette rencontre grâce à Reus à la 21e minute, le Borussia a finalement sombré devant le Bayern de Munich à l'Allianz Arena. Score final 2-1. Une 5e défaite d'affilée qui plonge l'autre Dortmund dans les profondeurs, 17e et relégable. Toujours en football et une autre 10e journée, celle de la Liga. Le Real de Madrid et Valence ont tiré leur épingle du jeu en étant respectivement premier et deuxième du classement. Reportage. Les coéquipiers de Léo Messi ont vu rouge dans le match comptant pour la 10e journée de la Liga ce week-end. Opposés au Celta Vigo, les poulains de Luis Enrique se sont inclinés au Nou Camp après une réalisation de Larry Veil à la 55e minute. Cristiano Ronaldo et les siens ont fait un carton plein en écrasant Grenade grâce à un doublé de James Rodriguez et aux réalisations de Cristiano Ronaldo et du français Karim Benzema. Score final 4-0. L'Atlético Madrid, finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions, s'est imposé sur sa pelouse en championnat en battant Cordoba 4-2. Parlons encore football. Les matchs de la 12e journée de la Ligue 1 en France ce week-end ont donné l'avantage à l'équipe de Marseille suivie du Paris Saint-Germain. Suivez cet élément. Les matchs du week-end ont livré leur verdict pour cette 12e journée et les Cadors ont fait valoir leur forme du moment. Marseille qui recevait Lens s'est imposé sur le score de 2-1. Même score pour Paris qui se déplaçait à Lorient. Les poulains de Laurent Blanc ont raflé les 3 points grâce à Cavani à la 60e minute et Baïbek à la 68e minute. Nice qui recevait Lyon s'est incliné sous une pluie de buts. Score final 3-1. Le film Fast and Furious 7 a reçu un nouveau baptême. Désormais Furious 7, il met en avant l'acteur Paul Walker, tué dans un accident de voiture il y a maintenant 1 an. Des détails avec Rose Alibeda. Le film à succès Fast and Furious 7 a été rebaptisé Furious 7. Le nouveau titre de cette production a été dévoilé cette semaine par Universal Pictures. Le film, qui sortira en avril 2014, est l'un des derniers mettant en vedette la star américaine Paul Walker, décédé dans un accident de voiture au mois de novembre 2013 à l'âge de 41 ans. L'acteur a perdu la vie en plein milieu d'une prise de vue de Furious 7. Chris Brown à nouveau devant les tribunaux. L'artiste américain a reconnu sa culpabilité dans l'affaire de l'agression sur l'un de ses fans en octobre 2013. La victime et le chanteur ont fait un règlement à l'amiable. Des détails avec Rose Alibeda.
Le chanteur américain de 25 ans, Chris Brown, lauréat des Grammy Awards, vient de plaider coupable pour agression sur un fan qui voulait être pris en photo avec lui devant un hôtel chic à Washington en octobre 2013. La star a reconnu avoir frappé le jeune homme au visage sans avoir été provoqué. Le Washington Post rapporte que l'avocat du plaignant, Parker Adams, a confirmé le jeudi qu'un accord avait été trouvé. Le juge Franklin Borges a pris en considération le plaidé coupable du chanteur pour le condamner à une peine déjà effectuée ainsi qu'un montant de $150 de frais de justice. Son garde du corps Christopher Olossi, 35 ans, a été reconnu coupable d'agression dans le même incident en avril et attend son jugement. Parker Adams a eu le nez fracturé lors de son agression par Chris Brown. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre plateforme.